Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir bien voulu participer à ce colloque et de participer à cette première séance. Je suis Serge Chantelly, je suis la personne qui a organisé le colloque d'architecture et d'urbanisme et je n'ai pas du tout organisé Sama Marrakech et c'est pour ça que je tiens sincèrement à remercier d'abord Monsieur Jafar Kansoussi, qui est le président de l'association Al-Mouniya, qui a organisé tout le colloque. Et ce qui est pour moi nouveau dans ce colloque, c'est qu'on associe les conférences ou les exposés, disons, sur l'architecture et l'urbanisme des Médinas, et qu'on essaie d'y réfléchir, mais qu'on associe aussi la culture marocaine à travers l'écoute et les concerts des meilleurs orchestres marocains en ce moment. Et hier, effectivement, j'ai participé au premier concert du colloque et j'ai été frappé et transporté par la qualité musicale de l'orchestre qui avait été invité. Donc là, nous avons une association qui me paraît, une connexion très intéressante, très enrichissante, entre d'un côté des gens qui ont travaillé et qui réfléchissent sur le problème de la Médina, et des personnes qui continuent à promouvoir et à pratiquer la culture marocaine, que ce soit dans sa dimension poétique et musicale. Et là, je tiens donc à remercier Jafar, parce que c'est lui qui a organisé tout ça, c'est lui qui a fait le choix des orchestres. Je suis certain qu'il a fait le choix des meilleurs orchestres marocains actuellement. Et cette association entre musique et architecture me semble très réjouissante et très intéressante. En tous les cas, moi, j'ai été très frappé par la qualité hier du premier concert. Donc, je passe maintenant au colloque proprement dit. Je voudrais aussi remercier, parce que vous allez voir une exposition vendredi, Patrick Huchante, qui est le directeur de la Maison de la Photographie, qui a fabriqué l'exposition que nous irons voir vendredi et son catalogue. Nous sommes là dans ce débat grâce à l'association Al-Mouniya pour qu'on puisse écouter, le panel, le beau panel qu'on a aujourd'hui, mais également qu'on puisse débattre à la fin d'un certain nombre de points. Donc je vais présenter très rapidement notre collègue Francesco Bandarin. Donc Bandarin, il est architecte italien, il est urbaniste également, il a été directeur du Centre du patrimoine mondial entre 2000 et 2010. Ensuite, il a été sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture entre 2010 et 2018. Aujourd'hui, il se consacre à l'expertise, il est consultant, il a été professeur également en urbanisme à l'Université de Venise jusqu'à 2017, mais donc je disais aujourd'hui il est beaucoup plus dans un travail de consultation, voilà, auprès de la fondation Aga Khan, également un des 5 on va dire membres du directoire de la commission patrimoine du ministère culturel en Arabie Saoudite et président de plusieurs associations et auteur de plusieurs publications. Donc je ne vais pas être plus lent, donc je vous donne la parole, cher Francisco. Merci, monsieur le directeur. Et merci Serge, vieux copain, pour m'inviter. Merci à tout le monde. C'est vraiment un plaisir de revenir au Maroc. Moi, c'est un pays que j'ai fréquenté plusieurs reprises avec mes différentes casquettes, mais surtout avec la casquette UNESCO, parce que Marrakech, n'oublions pas, est un site du patrimoine mondial et le seul site au monde qui aussi est inscrit à la liste du patrimoine immatériel. Il n'y en a pas beaucoup qui ont les deux nominations. Donc Marrakech est peut-être un cas unique et un modèle pour nous tous. Alors, moi j'ai le privilège, responsabilité d'ouvrir le colloque. Serge m'a dit de présenter un peu le cadre de défis du XXe siècle pour le patrimoine. On aura beaucoup évidemment des cas particuliers, on aura des situations plus spécifiques, mais je voudrais faire des rappels dans ma brève présentation qui, grâce à Serge, a été élargie de 10 minutes, parce que j'ai maintenant... Mais plus, ça va. Comme je te disais auparavant en privé, je suis comme un jukebox. Tu insères les jetons et puis tu parles combien tu veux.
Et j'ai pensé surtout, quand j'ai préparé cette présentation, aux jeunes qui sont là, parce que les anciens connaissent les histoires, donc, mais les jeunes peut-être ont besoin plus d'un réfléchissement. Donc ce que vous verrez peut-être est connu par les anciens, mais en même temps c'est un point sur la situation d'aujourd'hui. Situation qui, comme peut-être vous le savez, aujourd'hui est marquée par le 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial. C'est l'année 72, c'est l'année de l'approbation de la Convention, l'adoption de la Convention du patrimoine mondial par l'Assemblée générale de l'UNESCO, et 22, ça fait 50. Le jour exact, c'est le 16 novembre, si vous voulez faire une fête de Marrakech, patrimoine mondial. Malheureusement, le 50e anniversaire a été totalement gâché par la situation politique internationale pour des raisons. Enfin, c'est un hasard, mais c'est comme ça. L'année passée, les comités du patrimoine mondial, sans le savoir, a nommé la Russie comme présidente du comité du patrimoine mondial. Donc en cette année, c'est un peu difficile de faire des rencontres festives avec la Russie pour des raisons que vous comprenez très très bien. Donc la chose a été un peu décalée à l'année prochaine. Je pense que le 50e anniversaire deviendra le 51e anniversaire de la Convention. Bon, alors rapidement, je vais vous faire un cadre de comment on est arrivé là, comment on est arrivé à avoir dans nos politiques, dans notre vie, parce que c'est comme ça, le patrimoine comme un des piliers de politique culturelle et comme un des piliers de la vie culturelle de toutes les nations du monde. C'est 194 sont les États qui ont signé la Convention du patrimoine mondial. Donc on parle d'un outil, d'un instrument normatif qui a un caractère totalement universel. Je pense que c'est le deuxième traité le plus signé au monde après la Convention biodiversité ou dans les domaines de la culture et du patrimoine. Nous, on a commencé tout ça. Najwa, ça va travailler avec moi, donc on est deux à faire la présentation. Merci Najwa pour ton aide. Je fais comme ça, tac, hein? Tac, ça veut dire on change. On commence en 1945 avec la création de l'UNESCO. L'UNESCO a été créée, disons, juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec une idée dans la tête des États, de travailler pour la paix. Donc la paix, c'est la chose qui tient l'UNESCO. Et travailler, disons, comme c'est écrit dans la Constitution, disons, dans la paix, dans la tête des hommes. Parce que dès que les guerres naissent dans la tête des hommes, c'est là qu'il faut travailler. Ça, c'est le premier directeur général, Julian Huxley, qui est d'ailleurs le frère de Aldous Huxley, le grand écrivain, qui a écrit ce livre très peu connu, il faut dire, mais c'est l'UNESCO, ses objectifs et sa philosophie, qu'on trouve sur le site web. Il faut les lire, qui établit les lignes les principales de l'action de l'organisation. Dans ces lignes, il y a une grande place à la culture. La culture, à cette époque, c'était surtout les arts, mais ils ont commencé aussi à regarder au niveau international. C'est la première fois que la culture devient vraiment globale. Avant, il y avait la culture de la France, de l'Italie, etc., etc. Là, ils se demandent si, par hasard, il ne faut pas regarder à la culture comme une donnée de la planète. Donc, ils ont commencé à faire un certain nombre de produits, l'histoire de l'humanité, le plus important, le plus connu. C'est un travail qui a pris 50 ans pour le terminer, parce que l'humanité est grande, l'histoire aussi. Et ils ont commencé aussi à voir quelle pouvait être la mission de l'UNESCO dans un domaine qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire le patrimoine. Et à cette époque, il n'y avait pas la Convention du patrimoine mondial. Et d'ailleurs, si vous pensez aux années 50 et même 60, il n'y avait pas même le principe de conservation du patrimoine, il n'y avait pas l'ICOMOS, il n'y avait pas l'ICROM 56, mais il n'y avait pas, en tout cas, il n'y avait pas encore les structures, l'infrastructure d'action qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait internationaliser la défense, la protection, la sauvegarde du patrimoine. Et c'est là, il y a une occasion fantastique que nos amis égyptiens connaissent très bien, l'architecte égyptien, que ça a été quand les Russes, avec le gouvernement égyptien, ont fait le grand barrage d'Aswan.
Et à ce moment, il y avait déjà un barrage qui avait inondé les temples de Philae. Mais les grands barrages qui ont fait les Russes, 10 fois plus grands, a créé une énorme lac, le lac Nasser s'appelle, n'est-ce pas, qui a 500 km. Moi, je l'ai fait en bateau, hein, aux années 70, ce bateau à vapeur. Et qui évidemment, avait inondé toute la vallée de la Nubie et couvert tout le temple, aurait couvert tout le temple. Donc un grand complexe, le temple Abou Simbel, aurait été détruit ou inondé par les lacs. Le directeur général d'alors, de cette époque, français, René Maheu, avec les ministres français, Marot et beaucoup d'autres, ont décidé une action très courageuse, unique et innovante, c'est-à-dire ils ont décidé de transporter les temples d'Abou Simbel d'une soixantaine de mètres, si je ne me trompe pas, de les surélever pour les sauver. Et ça a été fait avec la coopération de beaucoup d'entreprises internationales. Vous voyez, le temple a été coupé en morceaux, et puis remonté en haut. Vous pouvez les visiter aujourd'hui. Tout ça a donné une très forte inspiration à ce type d'action. D'ailleurs, à ce point-là, l'UNESCO a commencé à faire beaucoup de campagnes internationales pour la sauvegarde du patrimoine. Il y en a eu plus que 30. Disons qu'ils sont terminés plus ou moins à la fin des années 90, pas parce qu'il n'y a pas besoin de sauver le patrimoine, évidemment, mais parce qu'il y avait d'autres outils, en particulier la Convention du patrimoine mondial. Et dans ces 30 actions, il y a même la ville de Fès. Une des grandes campagnes, c'était la ville de Fès. Il y avait ma ville, la ville de Venise. Je ne sais pas si on l'a sauvé, mais quand même, il y avait une grande campagne. Et il y a eu le grand monument de la Terre, le temple de Borobudur en Indonésie. Je ne sais pas, il y a une liste assez importante, Machu Picchu au Pérou. Il y a une liste énorme et très intéressante d'actions qui ont mobilisé la communauté internationale, soit les États, soit les entreprises, évidemment, pour faire une chose qui, à cette époque, est devenue exemplaire de ce que la communauté internationale, à travers l'UNESCO et ses formes de coopération, pouvait faire. Tout ça a donné, disons, la mobilisation pour créer l'outil dont on parle, dans les chartes de Venise, les grands disons, chartes internationales, la création de l'ICOMOS, la création de tout ça, et juste après, la Convention du patrimoine mondial du 72, c'est-à-dire un outil qui finalement régularise, systématise les processus de... Alors, qu'est-ce que la Convention a fait pendant 50 ans? Enfin, beaucoup, hein. Vous verrez, il y a 1154 sites dans la liste du patrimoine mondial, c'est énorme, non? C'est même difficile à comprendre comment on peut faire à gérer tout ça. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de voir comment la Convention a abordé la question du patrimoine. Parce que le patrimoine est très vaste, même fait par des différentes catégories. Aujourd'hui, peut-être au début, c'était les grands monuments. Quand le patrimoine est né au 19e siècle, on pensait aux monuments, les églises, les cathédrales, etc. Mais aujourd'hui, le patrimoine est beaucoup plus. Et je pense que la Convention du patrimoine mondial représente très bien cette diversité et représente très bien cette variété. Et peut-être, je peux même dire, a été l'instrument qui a innové dans la variété, à créer de nouvelles formes de patrimoine. Ça, c'est intéressant à voir. Donc, il y a tout le classique. Évidemment, on commence par les pyramides. C'est toujours l'Égypte en première ligne, hein, ici, par les pyramides, parce que c'était un des grands sites inscrits. Les grands, disons, sites historiques, comme par exemple les Machu Picchu ou le Parthénon, à Athènes, mais aussi les grands sites religieux, par exemple la mosquée de Kairouan, j'ai mis ça parce que vous connaissez très bien, ou bien le temple Jokang de Lhasa. Il y en a beaucoup, des sites religieux, c'est une catégorie très très forte. Puis les villes historiques, et là on commence par Marrakech, évidemment. Mais il y en a énormément, une vérité vraiment énorme. Les villes historiques d'ailleurs, pour des raisons que je pourrais expliquer, sont devenues la catégorie la plus importante de la Convention. Je n'ai pas à dire que c'est la catégorie la plus importante du patrimoine dans le monde, mais dans la Convention du patrimoine, qui a 1150 sites, dont à peu près 850 culturels, un tiers de ces sites culturels sont des villes historiques.
très probablement, les villes historiques sont très supportées par les gouvernements. Ils ont un maire qui fait de la politique, donc évidemment, ils se posent candidats plus facilement que d'autres. Il y en a en Afrique, évidemment, comme Marrakech, ou bien Djenné, que vous connaissez très bien, ou Timbuktu, aussi pour dire des noms, mais aussi en Europe. L'Europe est plein, d'ailleurs, de ces villes historiques, Florence, Venise, sans dire. En Asie, on a beaucoup de villes, en Chine et en sud-est asiatique. Ça, c'est Lijiang, la ville. En Amérique, ça, c'est Rio de Janeiro, qui est inscrite pas seulement comme ville, mais aussi comme sorte de paysage urbain, parce que c'est plutôt le paysage qui compte dans ces cas-là. Et puis aussi les villes modernes. Il y a beaucoup de villes modernes dans la liste du patrimoine mondial. Par exemple, il y a évidemment la ville de Brasilia, mais pour dire, il y en a d'autres. Hein. Il y a Tel Aviv, il y a Le Havre, il y en a plusieurs. Et puis une catégorie nouvelle, qui a été établie seulement en 92, qui sont les paysages culturels, c'est-à-dire les formes qui intègrent l'action de l'homme et de la nature. Ça aussi pour un peu essayer d'aller au-delà par-delà de cette séparation un peu artificielle entre nature et culture qu'on fait toujours. Ça, par exemple, les rizières des Philippines, mais il y en a d'autres de types différents. Par exemple, c'est très connu les chemins des Incas dans toutes les Andes. Et il y a beaucoup de sites naturels aussi. Et ça, c'est intéressant à voir qu'il y a pas que le site culturel, hein, le site géologique, par exemple, comme celui-là qui vient. Montagnes rocheuses du Canada, les îles Galapagos, très importantes pour la diversité culturelle et l'histoire de l'évolution, des sites comme Siancán au Mexique, par exemple, ou les glaciers qu'on trouve partout dans le monde, ça c'est en Amérique du Nord, tout ça. Résultat final, 1154 sites, dont 897 culturels, 218 naturels, 167 États ont des sites patrimoniaux, donc pas tous encore, mais c'est une affaire devenue très importante et très, très vaste, hein, très, très, très significative, et surtout parce que beaucoup de législations nationales se sont adaptées à la Convention du patrimoine mondial et l'ont intégrée dans leur... donc, conclusion, on a cette année le 50e anniversaire. Il y aura des célébrations mineures, mais quand même c'est important de faire le point sur ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est intéressant, important, mais parfois un peu critique. Alors maintenant, dans la deuxième partie de ma présentation, je vais montrer ce qu'on est en train de faire pour essayer de lier tout ce monde du patrimoine à ce qui sont les grands objectifs de développement des Nations Unies à la grande échelle. Il ne faut pas oublier que la Convention du patrimoine mondial appartient à l'UNESCO, qui appartient aux Nations Unies. Donc on ne peut pas être... pendant longtemps, c'était un peu un monde à huis clos. C'est-à-dire on était là à faire du patrimoine. Mais maintenant, on se rend compte que ce n'est pas possible d'oublier ce qui est le scénario principal de l'action internationale, c'est-à-dire dans ce cas-là les objectifs de développement durable. Et il y en a un particulier qui est numéro 11, qui concerne les villes. L'objectif numéro 11 qui concerne les villes, c'est l'objectif qui intègre aussi le patrimoine. C'est le seul d'ailleurs objectif qui a comme un target, une target à mesurer la conservation du patrimoine. Et j'ai dit ça parce que il est nécessaire, c'est nécessaire même dans l'action directe, quotidienne, de mise en œuvre de la Convention, de la sauvegarde du patrimoine, ne pas oublier que ce n'est pas un objet en soi, ce n'est pas un objet séparé du reste du monde. Ça fait partie du processus général de développement humain, social, économique. Nous, on a intégré tous ces principes dans une recommandation que l'UNESCO a adoptée en 2011. On l'appelle la recommandation UNESCO pour les paysages urbains historiques. C'était aussi une tentative de donner une nouvelle définition de tout ce qu'est la ville historique, qui est dans le cadre, disons, classique du patrimoine, un peu vu comme une sorte de grand monument. Je dis pas, c'est pas moi qui le dis, c'est malheureusement la définition qui est dans la Convention du patrimoine mondial. Aujourd'hui, quand Marrakech vient présenter à l'UNESCO, c'est écrit, ce site est un ensemble de monuments. C'est une définition un peu vieille, un peu dépassée. Donc on a trouvé
trouvé avec cette recommandation une formule plus intéressante qui regarde à la ville comme une stratification des valeurs qui s'accumulent dans le temps et dans l'espace, et qui tiennent en compte pas seulement le monument, et donc le physique, mais aussi le naturel et aussi l'immatériel. Donc c'est une recommandation un peu, disons, avec une vision plus de long terme, de futur, de ce que peuvent être les villes historiques, mais qui a eu un certain succès, disons, au point de vue des changements de l'approche. Et tout ça a été intégré dans des documents de politique que l'UNESCO a présenté, surtout celui-là qui s'appelle Culture future urbaine, c'est clair le message, et qui touche, disons, les différentes échelles, l'échelle de l'humain, l'échelle de l'environnement, l'échelle des politiques. Vous pouvez trouver tout ça en français dans les sites web et les décharger gratis. Et regardez ça parce que ces documents, surtout la culture future urbaine, est une grande tentative de faire un point sur cette question, la relation entre le patrimoine et les politiques de développement urbain, avec des centaines de cas d'études, une étude, peut-être la seule étude qui existe, de comparatif du rôle du patrimoine urbain dans le monde. Tout ça a été renversé dans les Habitat 3, la grande conférence Habitat 3 sur les villes, s'est tenue en 2016 en Équateur. Bon, pour dire très rapidement, ça, c'est pas la fin de ce qu'a fait l'UNESCO. On a fait beaucoup d'autres choses. Je fais le rapidement, mais sans entrer en détail, pour vous dire qu'il y a d'autres outils, d'autres conventions qui collaborent évidemment à la préservation du patrimoine. Par exemple, la Convention de l'immatériel, la Convention pour la protection du patrimoine immatériel, qui est un peu disons, une formule qui a été aidée par le grand Claude Lévi-Strauss, qui a disons, créé un outil basé sur les approches de l'anthropologie moderne. Puis la Convention du patrimoine subaquatique, très importante pour les épaves, etc. etc. La Convention pour la protection de la diversité culturelle, qui est en 2005. Et puis les deux conventions qui sont très importantes dans les cas du conflit, la Convention 54 pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé et la Convention pour la protection de la lutte contre le trafic illicite. Il faudrait rentrer en détail, mais ce n'est pas possible maintenant. On le fera dans d'autres occasions. Mais pour dire qu'il y a toute une série d'autres outils qui collaborent à la mise en œuvre de la sauvegarde du patrimoine. Voyons quels sont, au contraire, les défis. Et là, je pense que peut-être beaucoup d'entre vous aborderont cette question, parce qu'aujourd'hui, on a une énorme, disons, série d'outils. On a un grand patrimoine et on a beaucoup de maux de tête. Et moi, je le sais parce que pendant ma période, une longue période à l'UNESCO, chaque jour, je me levais, j'allais au bureau et je savais que ce jour-là, il y avait eu quelques problèmes de quelques types. Une catastrophe, un attentat, une action humaine contre le patrimoine. Quand on a 1154 sites, c'est très probable statistiquement que chaque jour quelque chose se passe. Donc, voyons quelles sont les catégories les plus grandes de Paris. Moi, je pense que surtout c'est un peu focalisé sur les villes historiques. Maintenant, je ne parle pas de la partie naturelle ou d'autres choses, mais regardons les villes parce qu'on est à Marrakech, dans une ville historique. Première chose, c'est les transformations du tissu historique. Là, c'est difficile, hein, c'est difficile et il faudra en discuter parce que c'est très difficile à contrôler. Hein, c'est une chose, même les villes les mieux intentionnées arrivent à protéger le patrimoine monumental, mais pas trop le tissu. Et là, une ville n'existe pas, une ville historique n'existe pas sans une harmonie entre les tissus urbains et ses monuments. Voyons un cas, par exemple, je vous montre un cas très connu qui est Katmandou en 1970, quand vous y allez avec votre deux chevaux pour faire Et Katmandou aujourd'hui, vous voyez, les tissus urbains ont complètement disparu, hein, c'était transformé et remplacé par des choses, des maisons en béton et briques qui a totalement... Mais au contraire, à l'intérieur de cette ville en briques, on trouve les monuments comme ils étaient. Un autre cas dans la région arabe, je pense, peut-être, c'est Zabid, par exemple. Vous connaissez Zabid dans le Yémen, ville magnifique et très importante dans l'histoire, avec une fantastique tissu urbaine qui a été complètement
complètement rasée et transformée. Donc, je vous montre des cas extrêmes, évidemment. C'est heureusement pas trop comme ça, mais je pense que chaque ville historique a ses problèmes. Comment préserver le tissu urbain, comment maintenir une forme d'authenticité, disons, du tissu urbain, tout en tenant compte des nécessités de développement et de modernisation. L'autre, c'est les paysages urbains. Disons, la ville est toujours vue, malheureusement, par les urbanistes, comme bidimensionnelle. On regarde les zoning plans, on regarde la ville du haut, mais la ville est tridimensionnelle. Et on n'a jamais un plan sur le profil et les paysages de la ville. Je ne sais pas s'ils l'ont fait à Marrakech, mais je connais très peu de villes qui ont fait un plan 3D, et pas même les grandes villes comme Paris, par exemple, où vous savez très bien, en 1970, cette belle tour est poussée au milieu de la ville, et là, voilà, évidemment, pour dire qu'il n'y avait pas une idée minimale de préservation de ce qui est quand même un paysage urbain historique d'énorme importance. Autre exemple, Londres, ça c'est patrimoine mondial, la tour de Londres. Et jusqu'à il y a quelques années, on pouvait encore la voir. Aujourd'hui, c'est un peu au milieu d'une sorte de jungle. Et puis d'autres, je ne sais pas, la prochaine, c'est Bakou, par exemple. Non, ça, c'est une photo prise à côté du patrimoine. Bakou est, comme vous savez, une ville tout près d'une zone où il y a des efflorescences naturelles du pétrole. Non, et ces efflorescences, parfois, prend feu, donc il y a des flammes. Alors ça c'est une flamme, c'est la flamme de Zarathustre. Bon, moi j'ai trouvé. Mais même des villes très contrôlées, comme par exemple Isfahan, problème comme ça, on a dû intervenir durement sur ça, par exemple. Et puis, l'architecture. Moi, je suis rien contre les architectes, ni contre les architectes modernes, etc., etc. Je trouve quand même qu'une certaine idée du contexte devrait faire partie de la logique de l'architecture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais par exemple, celui-là, fait par un grand architecte, pour l'endroit, n'a pas cette logique. Ça, c'est Perrandeux, d'ailleurs, l'architecte du Charles de Gaulle. Donc, il savait faire très bien les aéroports. Bon, quand ils ont fait l'opéra de Pékin, tout ça c'est la ville interdite. À 500 mètres, ça c'est la Tiananmen Square, ville interdite, aéroport. Mais il y a pire que ça. Ça c'est un joli cadeau de Peter Cook. Ok. Ça s'appelle les Aliens. Et puis il y a les infrastructures qui arrivent. Par exemple, moi j'ai essayé, sans succès, de bloquer ces ponts à Istanbul, avec ces piliers inutiles, parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir un pont stralé au milieu du corridor, donc inutile, et qui compète avec les profils des mosquées et tout ça. Mais il y a pire que ça. Ça, par exemple, le prochain, ça c'est une autoroute autour du Panama Viejo. C'est patrimoine mondial. On n'a pas réussi à bloquer la construction d'une autoroute qui détruit totalement la relation de cette ville avec son contexte aquatique. Pour dire infrastructure, c'est toujours un problème. Il faut que aussi les ingénieurs apprennent à traiter les contextes. Bon, puis il y a l'autre partie, la discussion du tissu social. Je pense que Marrakech se porte assez bien dans ce domaine parce que la Médina encore tient. Mais beaucoup de villes, la plupart, je dirais, des villes historiques, ont perdu leur tissu social. À partir de ma ville, par exemple, qui était une ville industrielle, et dont toute l'industrie et même les services sont morts, en laissant une coquille vide qui a été prise et avalée, si je peux dire, par une industrie qui a trouvé que c'était très bien, le tourisme, a avalé cette ville magnifique et parfaite, parfaitement restaurée, et sans plus son âme et sa population. Et ça se passe tout le temps.
Donc il faut les politiques, disons, pour l'emploi, pour le maintien des activités, c'est fondamental. Sinon, on n'a pas une ville, on a une coquille vide. Ou bien la transformation de la fonction du tissu social. Par exemple, ça c'est le cas de Gênes, vous connaissez certainement, une ville très, très belle, très élégante, mais à son centre, il y a cette ville médiévale qui est devenue l'épicentre, comme un peu à Marseille, c'est une sorte de Casbah, disons, attractif de l'immigration. Donc on va dans ces endroits et la ville historique devient un magnet, une pôle, une éponge, non, qui attire les gens des premières immigrations et donc avec des problèmes évidemment, des dégradations, etc. Casbah a cette fonction aujourd'hui à Alger. Vous allez à Alger, il n'y a pas la population originaire. Il y a une population, peut-être, il y a plusieurs populations sont passées dans un environnement qui est magnifique au point de vue d'urbanisme, d'architecture, et complètement abîmé au point de vue structurel. Vraiment, c'est un danger de se promener dans cette Casbah parce que tout s'écroule, tout ça. Donc c'est un gros problème qu'on n'a pas encore vraiment résolu. Delhi. Je ne sais pas si vous connaissez la ville historique de Delhi, c'est le plus grand marché de la planète, je pense. Je ne sais pas, je la connais bien, mais c'est une énorme concentration humaine de grande importance, mais même ça avec un impact énorme sur ce qui était disons, les riads de l'époque, toutes les grandes villas qui étaient à l'intérieur, qui étaient évidemment déjà bien abîmé par la colonisation et puis par cette forme de transformation. Bon, ça c'est un problème. Et puis, autre problème, la gentrification, c'est-à-dire transformation, la poussée dans l'élimination de populations originaires pour la substitution avec des populations plus riches. Ça se passe partout, hein, dans les villes historiques. C'est en Mexique, par exemple, parfois avec la substitution physique de bâtiments, ou bien au centre de Londres. Le centre de Londres est un centre industriel. Maintenant, c'est devenu un centre de high class ou touristique. Le Marais, Paris, vous connaissez très bien, c'est le cas d'étude le plus connu de cette transformation. Et maintenant, la gentrification est devenue même un terme d'urbanisme. On les trouve dans les placards, dans les pancarts. Bon, puis après ça, il y a le tourisme. Le tourisme est bienvenu, évidemment, c'est une richesse. Qui peut dire ça? C'est évident que c'est important comme économie. Mais en même temps, c'est un impact énorme sur l'équilibre de la ville. Hein. Par exemple, ça, le centre de Bahia, c'est complètement vide. C'est comme un centre touristique. Et, encore une fois, Venise, qui maintenant est super touristique, dont tout le monde est content, c'est qu'ils font l'argent, mais il n'y a que ça, hein, et ça devient compliqué même à sortir dans les rues. Hein, ou certaines villes comme New Orleans, par exemple, qui ont le même problème. New Orleans, c'est une ville avec Amsterdam et Barcelone qui a pris des mesures. Ce sont les premières villes qui ont pris des mesures et on s'est délimité, par exemple, l'impact Airbnb. Airbnb est une app qui gouverne les villes. Moi, je dis toujours que Airbnb, la app, a beaucoup plus de pouvoir que le maire des villes historiques. Donc, en tout cas, tourisme, c'est une chose à discuter à fond, parce que c'est une nécessité d'un côté. En plus, je pense que le tourisme, c'est même une avance de notre société. Moi, j'aime être touriste. C'est une manière d'échange, de connaître ses connaissances. En même temps, c'est un impact si dur et si mortel, parfois, pour les patrimoines. Et enfin, autre partie qui est importante à souligner, c'est l'impact des conflits. Donc, il y en a eu plusieurs, je ne vais pas entrer dans la question, à partir des bombardements des villes historiques comme Dubrovnik, la destruction d'Alep. Roberto connaît très bien, Roberto travaille sur ça. Et moi aussi, j'ai fait petite chose, et qui est vraiment une vue éblouissante. Je ne sais pas comment définir la situation de cette ville merveilleuse, une des villes les plus belles du monde, totalement détruite pendant 5 ans de guerre mortelle. Ou bien la récente, hein,
très récents. On est aujourd'hui bombardement de villes comme Mariupol, ou même à Kiev, il y a eu le bombardement récent. Et puis il y a le terrorisme aussi. Vous savez, les villes, ça c'est très connu, mais il y a beaucoup d'attentats terroristes dans les villes historiques. À Paris, pour dire, à Florence, il y a eu même un attentat terroriste. Donc il y a beaucoup de risques associés au patrimoine. Il y a quelques jours, il y a eu une conférence, vous l'avez suivi certainement, Mondiacult à Mexico. C'est une conférence qui avait été organisée la première fois en 1982. Donc les Mexicains, l'UNESCO ont repris l'idée, 40 ans après, de réunir les dirigeants de la planète pour faire le point sur les rôles des politiques culturelles dans le monde. Ça a été un moment intéressant, pas révolutionnaire, pas encore révolutionnaire, mais intéressant de faire le point sur ça. Et ce qui est sorti, c'est vraiment un engagement des États de la planète. Il y avait 190 États, par exemple, pour faire des politiques culturelles un pilier des politiques générales, politiques sociales des différents États, et peut-être même voir si la culture et le patrimoine peuvent devenir un des piliers des prochains cycles des objectifs de développement durable. On va voir si ça sera possible, mais certainement ça montre l'importance que le patrimoine a atteint dans nos sociétés et aussi, je dirais, les risques auxquels il est soumis aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour cette belle et intéressante intervention du cher ami Francesco. J'ai juste rappelé les peut-être 3 ou 4 grands axes sur lesquels... Oui, d'accord. D'abord, est-ce que quelqu'un aurait une question? On a encore un petit peu de temps si jamais nous avons des questions à poser à notre ami. Sinon, en attendant les questions, je vais juste rappeler donc que je te donnerai la parole. Très bien. Donc, un historique. Très bien. Parfait. Donc, d'abord, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Peut-être en particulier, je vois des étudiants, des doctorants qui nous ont rejoints tout à l'heure, et puis tous les responsables, les représentants d'administration, les architectes aussi. On remercie tous, toutes les personnes qui nous ont rejoints après le démarrage de la première intervention. Donc peut-être les 4 axes. Donc la première, c'est l'UNESCO, la création de l'UNESCO, les chartes qui ont été créées, leur évolution et leur adaptation au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles problématiques ou de nouveaux contextes. Après, la relation entre l'UNESCO et les objectifs du développement durable, en particulier le 11e objectif, et puis tout ce qui revient au développement social et économique, que nous vivons également au niveau du Maroc et à Marrakech. Ça a été intéressant. Et puis la vision future, parce que nous travaillons le patrimoine d'aujourd'hui, d'hier, dans une perspective future de création de richesses et de développement épanoui. Et ensuite, tous les défis que vous avez bien présentés du XXe siècle vis-à-vis du patrimoine. Moi, j'ai retenu ceux qui, je les ai tous un peu notés, mais ceux qui nous intéressent en particulier au Maroc. Donc, je vois les transformations que par exemple, la ville de Marrakech subit, n'arrête pas de subir. Les transformations aussi bien fonctionnelles que morphologiques et dans la typologie. Après, il y a plusieurs raisons pour cela. La gentrification également, le tourisme, qui était présenté peut-être sous un volet plus ou moins négatif, mais en tout cas pour la ville de Marrakech, ça a aussi eu des impacts positifs, un regard différent qui a été observé par rapport au Riyad, comment les restaurer d'une manière un peu plus authentique en utilisant des matériaux locaux, biosourcés, mais il n'y a pas que de bonnes réalisations, mais en tout cas le tourisme, je pense, c'est un avis personnel. Après, si vous avez des interventions, des réactions, elles sont les bienvenues, mais en tout cas le tourisme au niveau du Marrakech, je pense que ça a eu aussi un effet positif. Et puis les conflits, bien entendu, et la destruction du tissu social. Donc souvent, cette gentrification cette réhabilitation pour de nouvelles fonctions, si elle n'est pas attentionnée et vérifiée, elle risque de porter atteinte au patrimoine. Et puis considérer le patrimoine comme outil, ou comme pilier de politique, parmi d'autres, de politique publique. Moi, je pense qu'au niveau marocain, nous avons commencé à le considérer ainsi.
ne serait-ce que en écoutant tout ce qui s'est passé lors du débat national sur l'urbanisme et l'habitat et sur le volet patrimoine. Donc nous considérons la culture, le patrimoine comme un pilier parmi d'autres pour dans le cadre de la construction des politiques publiques. Voilà, donc si vous voulez bien, Serge. Oui, d'abord je remercie Francesco, sa présentation était très claire. J'ai vu beaucoup de belles choses et beaucoup de choses horribles aussi. Hein, voilà. Mais je le remercie, il a exactement fait ce que je souhaitais que vous fassiez, c'est-à-dire une très bonne présentation des problèmes du patrimoine vus à travers l'UNESCO. Je voudrais aussi parler, s'il vous plaît, de Attilio Petruccioli. Il devait faire une présentation ce matin sur la bibliothèque orientaliste Attilio Petruccioli qu'il a créée à Trani. Je vais dire quelques mots sur Attilio, qui est un ami. Il n'a pas pu venir parce qu'il a été malheureusement atteint du Covid. Donc il ne peut pas venir. Nous lui souhaitons évidemment un prompt rétablissement. Ne pouvons pas venir, nous ne pouvons pas le remplacer. Nous n'avons personne pour décrire ce qu'il a fait. Mais moi, je vais vous donner un aperçu d'Attilio. Attilio est architecte. Il a été pendant très longtemps le directeur du département d'architecture de l'université de Bari, qu'il a partagé avec Claudio D'Amato. L'un était directeur, l'autre était directeur de la recherche. Et ils ont alternativement dirigé le département d'architecture de Bari, qui a organisé de nombreux colloques auxquels moi je suis allé plusieurs fois. C'était des personnes très actives pour la connaissance de la culture historique italienne et orientale, parce que Attilio a beaucoup travaillé sur l'Algérie, sur l'Inde, et il travaille actuellement sur l'Arabie saoudite. Donc il fait partie de la famille dite des orientalistes, avec toute la bonne connotation que je voudrais lui donner. Et je l'ai connu à ce titre. Moi-même, ayant travaillé sur le Maghreb et le Proche-Orient, il m'a invité plusieurs fois, avec Philippe, à présenter notre travail. Et un jour, Attilio me dit « Viens, je vais te montrer la bibliothèque que j'ai ». Alors on se promène dans la ville de Trani ou de Bari, je ne me souviens plus. On rentre dans une sorte de grand hangar, ou une boutique assez profonde. Il y avait là plein d'étagères et il y avait 13 000 livres. Et il me dit, voilà, ça c'est ma bibliothèque, je ne sais pas quoi en faire. Bon, moi je suis un peu dans le même cas, mais j'en ai beaucoup moins, je vais vous dire.